Bulletin d'information. La crise alimentaire dans certaines localités du pays, la FAO va apporter son assistance. Son représentant à Dakar annonce que les besoins en vivres et en semences dans ces zones rurales sont en train d'être évalués. Une enquête, c'est ce que réclame sur la sortie du matériel disparu au Palais de la République par des Sénégalais à qui nous avons donné la parole. Ils soutiennent que ce matériel appartient au Sénégal, pas au président de la République. Vendredi saint, jour de commémoration du calvaire du Christ, le chemin de croix à l'université et à la paroisse Saint-Dominique, notre reporter y a assisté. Actu en question sur les conditions d'octroi des licences de téléphonie au Sénégal. Nous recevrons l'ex-ministre de la Communication Moustapha Guirassi, M. Malik Ndiaye, coordonnateur de la GRAP TIC et télécommunications de la stratégie de croissance accélérée, M. Chertidan Diong, expert en télécom, Babacar Diop de l'ARMP, de l'Agence de régulation des marchés publics, et Mamadou Aïdara Diop, syndicaliste à Sonatel, y prendra part. À la technique de ce journal, de ce bulletin plutôt, Lamine Sow, à la présentation, Binta Diallo. Bienvenue. RFM Soir, Binta Diallo. La FAO a pris très au sérieux l'insuffisance alimentaire dans certaines zones rurales. C'est son représentant à Dakar qui l'a dit. Selon Amadou Ouattara, des équipes sont en train de travailler sur la question pour évaluer les besoins en vivres et semences. Amadou Ouattara, au micro de Ndeye Magout de Joe Marone. Non pas seulement la FAO, mais au niveau du système des Nations Unies, l'ensemble du système, il y a la FAO, il y a le PAM, il y a l'UNICEF. En ce qui concerne la crise alimentaire, c'est 3-4 agences avec la coordination du PNUD. Nous sommes en train vraiment de faire ce que nous pouvons pour aider le gouvernement. Comme quoi par exemple? Bon, au niveau de la FAO, comme vous savez, nous pouvons donner des semences, par exemple de semences de riz, de céréales, de fonio, de mil, pour démarrer la campagne agricole, parce que quand on sait qu'il y a une crise alimentaire, évidemment les paysans n'arrivent pas à avoir des semences. Donc la FAO peut aider à démarrer cette campagne agricole avec des semences et d'autres intrants comme l'engrais et autres. Et le PAM peut aider par la nourriture contre travail par exemple, et aussi donner des produits alimentaires, et surtout pour améliorer aussi la nutrition. Au niveau de l'UNICEF par exemple, ils ont la possibilité de donner aussi d'autres produits pour améliorer la nutrition des enfants. Ces propos ont été tenus en marge d'une cérémonie de remise de matériel et d'intrants aux producteurs des Niayes. Les catholiques ont commémoré ce vendredi le calvaire du Christ, un vendredi saint qui marque la fin du carême. Notre reporter Anna Rocha a assisté au chemin de croix à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à la paroisse Saint-Dominique. Reportage. Des dizaines de fidèles trottinant sur le couloir de la mort de l'UCAD. Le cadre se prête à la cérémonie. On ne célèbre rien, on revit simplement la passion du Christ. Urgel est le secrétaire général de la paroisse Saint-Dominique. Le chemin de croix symbolise pour nous les catholiques le chemin que notre Seigneur Jésus-Christ a suivi jusqu'à sa crucifixion. C'est réaliser ce que le Christ a souffert pour nous sauver. De la trahison de Judas au reniement de Pierre, en passant par l'arrestation et la condamnation de Jésus, chant triste et prière rythment le chemin de croix. 2 heures de marche sous un soleil de plomb pour mieux revivre le film de cette passion. 14 stations en tout. 7e station, le reniement du pied. C'est à l'intérieur de l'église de la paroisse Saint-Dominique que les fidèles ont revécu la crucifixion et la mort de Jésus avant de vénérer la croix, l'esprit tourné vers Pâques. La page politique, Maître Abdoulaye Wade rassure ses militants, aucune liste n'est pour l'heure confectionnée pour les élections législatives. Le secrétaire général national du PDS veut ainsi mettre de l'ordre dans son parti. Il demande aux responsables et militants de cesser les déclarations et les sorties sans fondement. Le PDS a fait face à la presse cet après-midi. Georges Détidiop. Même absent du paysage, Maître Wade monte au créneau et c'est pour tenter de mettre de l'ordre dans son parti, le PDS. Les rumeurs fusent de partout. À l'origine du
désordre les listes pour les législatives. Maître Wade rectifie, rien n'est encore fait. Son communiqué est lu par Modou Diagne Fada. Le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, porte à la connaissance de toutes les militantes et de tous les militants qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de liste pour le dépôt des candidatures. Tout au plus, il y a des concertations entre le secrétaire général national, les responsables et les militants qui lui ont rendu visite pour recueillir des conseils. En tout état de cause, il n'existe pas de commission nationale d'investiture. Le secrétaire général national demande aux uns et aux autres de se calmer, d'éviter des commentaires sur la simple base de rumeurs sans fondement. Le secrétaire général national apprécierait beaucoup si les militants et responsables cessaient de faire des déclarations publiques alors que de toute évidence, celles-ci sont sans fondement. Et déjà Omar Sarr annonce que Karim Wade ne sera pas dans la liste nationale. La liste du PDS va être confectionnée par Maître Wade. Les responsables du parti seront envoyés en mission dans tous les départements pour recueillir les avis des militants. Dissolution de l'Assemblée nationale, le PDS juge inopportune cette idée agitée par certains acteurs de Benno Bokk Yakaar. La raison, Omar Sarr déclare que le PDS va faciliter la tâche au nouveau régime. D'ailleurs, a donné avis favorable pour le report du scrutin législatif. Le mandataire national du PDS, Omar Sarr, au micro de Georges Déthié Diop. Du point de vue des députés, nous l'avons toujours dit, vous savez, les députés sont en fonction jusqu'à ce que la nouvelle assemblée soit installée. Même si par hasard ils avaient décidé de dissoudre l'assemblée, les députés quand même continueront à être payés jusqu'à ce que la nouvelle assemblée soit installée. Donc il n'y a pas de problème majeur à ce niveau-là. Mais seulement dans une république, dans une démocratie comme la nôtre, nous pensons que c'est pas un bon signe de venir et de dire je dissous l'Assemblée. Ça, je pense que nous voulons aider. Ils ont gagné l'élection présidentielle. Nous n'allons pas aujourd'hui les empêcher de gouverner. Donc nous allons les aider avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Nous allons les aider à gouverner. Ça, nous l'avons dit. Le président l'a dit au Congrès. Mais cela étant dit, le choix de dissoudre ou de passer par l'Assemblée relève, disons, du président de la République, Macky Sall. Donc nous allons voir s'ils vont saisir en procédure d'urgence le Parlement. Donc c'est clair que c'est comme ça que nous devrions faire pour ne pas dissoudre de manière artificielle l'Assemblée nationale. Ça ne se justifie pas. Si au moins nous avions refusé un accord, on pourrait comprendre cela. Mais sinon, vraiment, je ne peux pas comprendre comment on peut choisir de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc je veux être clair. Donc nous avons notre point de vue. Le président a vraiment décidé de les accompagner dans leur choix. Donc nous devons les aider. Nous ne sommes pas là. Nous sommes pour la démocratie totale, donc nous avons choisi de les accompagner. Disparition de matériel et autres objets du palais présidentiel, les Sénégalais dénoncent. Ce matériel est un bien de la République, personne n'a le droit de l'emporter. Rappelle les citoyens rencontrés par notre reporter. Toutefois, ils ne réclament qu'une seule chose, que l'affaire soit tirée au clair. Reportage Ndaté Diop. C'est pas normal, parce que le palais, c'est pas pour lui. Même s'il achète un tableau et le met dans le palais, c'est pas pour lui, c'est pour la République. En tant qu'institution de la République, je crois que c'est extrêmement grave. C'est un bien public. Donc le président sortant n'a aucun droit d'enlever qui que ce soit dans le palais. Ahurissant, anormal, anti-républicain, ces Sénégalais se prononcent ainsi sur la disparition du matériel audiovisuel et autres objets du palais présidentiel. Mbaye Ndiaye est chauffeur. À bord de son véhicule, il dénonce et rappelle au président sortant ses propos d'hier. Lors du vote de 2000, deuxième tour, quand les tendants étaient favorables à Abdoulaye Wade, il avait fait une déclaration pour les gens qui sont dans les frontières de ne laisser aucun objet sortir du territoire sénégalais. Il avait fait la déclaration concernant les douaniers. Je ne sais pas s'il est parti avec des objets ou non, mais il ne doit pas partir avec des objets. C'est pas normal. Pour d'autres personnes rencontrées, il faut que justice soit faite afin que les responsabilités soient situées. Moi, je condamne ça très fermement. La plus grande rigueur. Ce sont des biens de l'État. Personne n'a le droit de les emporter et ils méritent même d'être sanctionnés. Très sévèrement, ils doivent être poursuivis. On ne doit même pas se poser cette question. On doit auditer tout ce qui était dedans. Et s'il y a des manquements, il n'a qu'à payer. En tout cas, le président Macky Sall, lui, n'entend pas laisser passer une telle affaire. À en croire la presse, il aurait ordonné une enquête sur la disparition du matériel audiovisuel d'un montant de plus de 200 millions de francs CFA. C'est la fin, le rappel des titres. La crise alimentaire dans certaines localités du pays, la FAO va apporter son assistance. Son représentant à Dakar annonce que les besoins en vivres et en semences dans ces zones rurales
sont en train d'être évalués. Une enquête, c'est ce que réclame suite à la disparition de matériel et d'autres objets du Palais de la République. Des Sénégalais à qui nous avons donné la parole soutiennent que ce matériel appartient au Sénégal, pas au président de la République. Vendredi saint, jour de commémoration du calvaire du Christ, le chemin de croix à l'université et à la paroisse Saint-Dominique. Vous avez suivi le reportage de Anna Rocha. Actu en question dans un instant sur les conditions d'octroi des licences de téléphonie au Sénégal. Vous êtes sur RFM. Actu en question sur les conditions d'octroi des licences de téléphonie au Sénégal. Nous recevons l'ex-ministre de la Communication, Moustapha Guirassi. Ce sera au téléphone. Avec moi, M. Malik Ndiaye, coordonnateur de la GRAPTIC, de la stratégie de croissance accélérée. M. Chertidiane Djong, expert en télécom. Babacar Diop de l'ARMP, de l'Agence de régulation des marchés publics. M. Mamadou Aïdara Diop, syndicaliste à Sonatel. Il prend part au débat. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Aïdara Diop, est-ce que vous étiez au courant de l'octroi d'une 4e licence, ou du moins ce qu'a dit le ministre, une quelconque autorisation d'installation? Oui, merci Binta. Je dois dire à l'attention de vos auditeurs que nous soupçonnions déjà, il y a 4-5 mois, une nébuleuse autour du modèle de libéralisation du secteur des télécoms. Nous avions eu, selon des sources, des informations qui laissaient dire qu'il y avait un projet qui tendait à redistribuer le secteur des télécoms autour de 3 pôles. Et chaque pôle était porté par une autorité haut placée dans la hiérarchie. Une autorité gouvernementale, nous avons des noms, ou une autorité du Parlement, avec des hommes d'affaires, pour en partie prendre la place de Global Voice. Certains ont acquis des équipements qui semblent être logés quelque part à Dakar, en attente de l'opportunité de les mettre. Un autre pôle qui avait l'intention de faire main basse sur le contrôle, la diffusion du trafic international. Et un 3e pôle qui était en partie articulé à ce projet de licence ou d'autorisation d'exploitation d'une infrastructure de télécom. Donc nous avions ces informations-là, et c'est la raison pour laquelle nous nous disions que si la bataille des appels sur les appels entrants était très importante, il y avait encore pire, et que si le régime parvenait à maintenir ses positions en gagnant les élections, nous assisterions à un modèle de libéralisation catastrophique pour le secteur des télécoms. Et aujourd'hui, on commence à voir une partie de l'iceberg qui émerge. Alors, monsieur Diong, vous êtes expert en télécommunication. Est-ce que pour attribuer une licence de téléphonie quelconque, il faudrait réunir des conditions? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, il faudrait d'abord que l'on sache de quoi il s'agit. C'est important. Parce qu'il s'agit de la partie la plus juteuse, la plus importante d'un réseau de télécommunications ouvert au public. Par opposition au réseau d'accès qui coûte cher et qui n'est pas rentable. Par contre, celui-là, il est rentable. C'est cette partie du réseau. J'ai dit ce matin tout à l'heure que j'ai travaillé pour un gouvernement dans un projet financé par la Banque mondiale, où la question qui m'était posée, c'était de dire, est-ce que ce réseau, qu'on appelle le backbone, la dorsale en français, avec les stations d'atterrissement pour l'accès international et les téléports, est-ce que ce réseau-là, si on le prend, on le détache de l'exploitation de l'opérateur historique comme Sonatel, est-ce que cet opérateur-là va être viable? Ma conclusion a été que non. Et le gouvernement de ce pays-là m'a suivi en gardant pour cet opérateur-là le backbone. Donc c'est important. Et on ne peut pas donc dire que c'est sous forme d'autorisation, comme le prévoit la loi du reste. Je le rappelle, le ministre de la Communication l'a dit. Mais ça, c'est une incongruité et une incohérence.
on ne devrait pas soumettre à autorisation ce type de réseau. Parce que c'est un réseau, comme j'ai dit, qui est extrêmement important. C'est fait avec le changement de la loi en février 2011. Mais je pense que pour l'intérêt du pays, il faudrait aujourd'hui revenir sur cela. Parce que ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Parce qu'ils devraient savoir que ce type de réseau ne peut pas faire l'objet d'une autorisation. Je l'ai suffisamment expliqué. Et ce qui est aussi anormal, c'est qu'aujourd'hui les opérateurs qui sont sur place, pour développer le réseau de télécommunications ouvert au public, ils ont leur réseau d'accès, mais ils ont aussi leur propre backbone. Sonatel, Sudatel, Tigo. Et ils sont en concurrence avec ce nouvel arrivant. Mais comment dirais-je, ces opérateurs-là ont été autorisés sur la base d'une convention de concession, mais après un appel d'offres. Donc ce type de réseau doit faire obligatoirement l'objet d'appel d'offres. Et ceux qui ont modifié la loi dans ce sens-là savaient très bien, je pense, ce qu'ils faisaient. Et ce n'est pas normal. L'attribution ou l'autorisation d'installation, l'ARMP n'était pas au courant. Oui, l'ARMP n'est pas au courant. Oui, c'est M. Babacar Diop. L'ARMP l'a appris ce matin dans le journal. Bon, maintenant, ce que nous faisons d'habitude quand ces choses arrivent, nous allons demander à notre direction générale de s'adresser au ministère concerné pour demander des informations, pour qu'on puisse en aviser. Mais seulement, quand j'écoute M. Diong, quelque part, il s'agit de vente de quelque chose par l'État. Or, puisque l'autorisation, le lexique n'existe pas dans notre lexique code de marché, autorisation, ça nous ne l'avons pas. Mais par contre, je sens dans cette affaire qu'il y a une vente de quelque chose. Et chez nous, quand l'État en vend, l'État doit vendre et profiter de la vente. Donc, par une concurrence, on peut avoir quelqu'un qui paye plus cher. Quand on achète aussi, l'État doit acheter moins cher. Cela veut dire donc qu'on doit faire une concurrence pour avoir quelqu'un qui offre le meilleur prix. Donc je suis d'accord avec M. Diong si c'est le cas. Par contre, maintenant, si on parle d'autorisation et que ça n'existe pas chez nous et que c'est régi par une loi, alors là, ça poserait un problème. Mais toujours est-il qu'on va essayer de voir ce qui s'est passé et demander pour avoir des informations. En ce moment, le conseil avisera. Monsieur Malick Ndiaye, vous êtes coordonnateur de la GRAPTIC de la SEA, la stratégie de croissance accélérée. Quel est votre point de vue sur cette affaire de licence ou d'autorisation d'installation? Alors, mon point de vue est celui-ci. En réalité, nous sommes dans un secteur qui est aujourd'hui très évolutif. Nous générons aujourd'hui dans le secteur plus de 650 milliards par année. Et les investissements qui sont consentis par les opérateurs, c'est à peu près 150 milliards, c'est-à-dire 25% de leur chiffre d'affaires. C'est énorme et ça donne des envies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'environnement de régulation de ce secteur-là doit être un environnement sain et propice à l'équilibre sur le marché. Il suffit de commettre aujourd'hui des erreurs sur les actes de régulation ou sur les actes de réglementation pour perturber le marché. Et perturber le marché, c'est perturber toute l'économie sénégalaise. Donc, c'est pour ça que nous devons vraiment faire attention à tout ce que nous sommes en train de réaliser dans le secteur, surtout ces derniers temps. L'ensemble des acteurs aujourd'hui du secteur sont très cohérents sur ce qui a été fait. Nous avons travaillé plus de 3 ans sur la mise en place du nouveau code des télécoms, qui a été voté en 2011 et qui inscrit désormais ce nouveau type d'autorisation d'infrastructure et qui devait être encadré par un décret d'application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que nous travaillons sur comment cette autorisation-là doit être attribuée à quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes surpris de voir que cela a été fait sans pour autant que ce décret d'application-là ne soit signé. Ça signifie qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien dans quelles conditions cela a été fait, en tout cas en ce qui me concerne et en ce qui concerne beaucoup d'acteurs qui m'ont interpellé ce matin et qui ont travaillé sur ces textes et qui ont donné le point de vue de leur organisation et de leur propre expertise. Ils ne savent pas comment aujourd'hui, sur un texte qui doit encadrer, qui n'a pas été définitivement validé et signé, comment est-ce qu'on peut donner une autorisation donc la partie législative est réglée par la loi, mais la partie réglementaire doit être réglée par un décret d'application. Et je termine en disant que dans ce décret d'application,
Dans ce projet, nous avons spécifié tout ce que doit fournir un demandeur et dans quelles conditions cela doit être étudié, quelle est la commission qui doit être mise en place pour étudier et quelles sont les modalités, etc. Donc cela a été décrit et il est évident qu'il y a des conditions financières, techniques, que doit respecter la personne qui doit avoir l'autorisation. Donc, de manière transparente, tout le monde doit savoir aujourd'hui combien a été mis sur la table, quelles sont les conditions d'attribution de cette autorisation, jusqu'à combien d'années ça, parce que c'est des conventions de concession, combien d'années cela doit durer, parce que dans le décret, on ne voit pas tout ça. Le décret n'est qu'un décret d'approbation de la convention qui a été signée. Il est important aujourd'hui que l'ensemble des parties prenantes qui ont déjà investi des milliards et des milliards dans le secteur, sachent quels sont les avantages et dans quelles conditions le nouvel opérateur est entré sur le terrain sénégalais. Sinon, c'est toute l'économie sénégalaise qui est en jeu. Je terminais tout simplement pour dire que, à mon avis, compte tenu de tout le travail qui a été réalisé par l'ensemble des experts du secteur et l'ensemble des entreprises, je trouve indécent qu'un décret d'approbation soit signé le 23 juin à la veille des élections, 23 février à la veille d'élections présidentielles, alors qu'on avait tout le temps et toute la latitude d'attendre que les travaux soient terminés, que de nouvelles organisations soient mises en place et que sereinement qu'on puisse avancer. Parce que, je termine juste pour madame, s'il vous plaît. Dans le décret d'application sur cette licence d'infrastructure, ce n'est pas seulement la question de cette licence qui était en jeu. Il y a énormément de questions qui sont en jeu. Je vous dis aujourd'hui que les modalités d'attribution des ressources rares, des ressources de fréquence, les modalités de gestion des questions d'interconnexion entre les opérateurs, l'organisation même de l'autorité de régulation qui doit mettre en forme les nouvelles relations entre l'autorité et le collège de régulation sont en jeu ici. Et tout simplement, la seule chose qu'on a extraite, c'est la partie sur la licence d'infrastructure pour l'attribuer à quelqu'un le 23 février. Je pense que là, ça nous pose un problème pour l'ensemble des parties prenantes du secteur. Le ministre Guirassy est en ligne. Moustapha Guirassy, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous dites d'emblée qu'il n'y a pas de quatrième licence de téléphonie au Sénégal. Vous dites simplement qu'il y a une autorisation d'installation. Alors, revenez sur tout cela, sur les tenants et les aboutissants de ce marché. Je vous remercie. D'abord, je crois que tout est parti d'un article ce matin qui est paru dans l'Obs et qui disait tout simplement qu'il y avait l'attribution d'une quatrième licence. Je pense que il serait bon aussi que nos experts qui sont là, qui participent donc au débat, puissent quand même dire clairement aux citoyens sénégalais que ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas donc de licence, et Malik est revenu là-dessus, il ne s'agit pas donc de quatrième licence. Je pense qu'il est bon de préciser cela, il s'agissait donc d'une autorisation d'infrastructure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je reviens sur les commentaires de M. Diong, qui disait en fait que ceux-là qui avait conçu ce nouveau code des télécommunications et qui prévoyait ces trois régimes, dont le régime d'autorisation, ils savaient ce qu'ils faisaient. Je dois simplement préciser à M. Diong que malheureusement ou heureusement, autour de cette table, les acteurs, vraiment c'est tous les acteurs du secteur qui étaient présents. Le secteur privé, la Sonatel, Expresso, la FIA, tous les acteurs du secteur donc étaient présents pour réfléchir et ont ensemble décidé donc de l'introduction de ce régime d'autorisation. Ça c'est pour dire qu'en fait il n'y avait pas d'anguille sous roche, il n'y a rien de politique, il n'y a aucune tactique, aucun plan derrière. Je pense qu'il est bon aussi de le préciser et que les Sénégalais donc le comprennent. Troisième point maintenant, sur ce qui s'est passé. Et la logique qui sous-tend tout cela, c'est tout simplement pour rendre ce marché, pour rendre cet espace et ce secteur-là beaucoup plus compétitif. Et je pense que Malik, qui est là-bas présent sur le plateau, comprend très bien et est un des grands défenseurs de ce régime et pourquoi nous avons tout fait pour faire évoluer ce secteur par rapport aux instances de régulation, par rapport justement à ces possibilités donc d'octroi d'autorisation permettant à des acteurs au secteur privé d'intervenir. J'aimais bien dire souvent que je me souviens de Meki Sakana ou de plusieurs acteurs qui intervenaient dans ce secteur privé, malheureusement qui ont tous disparu. Et l'esprit de ce nouveau code, c'était de permettre à d'autres acteurs du secteur des télécommunications de rebondir, que ce secteur des télécommunications ne soit pas simplement la chasse gardée des opérateurs de télécommunications historiques que nous connaissons. Maintenant, qu'on permette à quelqu'un
d'avoir une autorisation pour réaliser des infrastructures d'un continent vers l'Afrique ou vers le Sénégal, d'une région de Dakar à l'intérieur donc du Sénégal, je pense tout simplement que c'est vraiment une idée qui va dans le sens de libéraliser davantage le secteur, mais de renforcer davantage le secteur en donnant plus de moyens et d'autonomie et de possibilités de développement aux acteurs donc du secteur privé. Et je pense que c'est une des grandes doléances des acteurs du secteur privé. Ils se sentaient étouffés par les opérateurs historiques. Aujourd'hui, pour avoir Internet, vous êtes presque obligé d'avoir une ligne fixe qu'un opérateur obligatoirement sur laquelle donc va vous installer et après vous passez à la seconde phase. On a pensé à tout cela pour justement aller beaucoup plus loin et que par rapport au coût et par rapport à l'accès Internet par exemple et surtout au débit, le large bande, que nous puissions donc être à l'aise. Voilà ce qui sous-tend tout cela et je pense qu'il faut magnifier cet esprit-là. Malheureusement, on veut politiser aussi et ramener ça en contexte donc électoral, mais je pense qu'on était bien loin de cela et l'esprit du code était très bien loin de cela. Le ministre l'a dit, Aïdara Diop, tous les acteurs étaient présents lors des négociations ou bien des discussions qui ont tourné autour de l'installation, de l'autorisation d'installation des infrastructures. Non, pour le code des télécoms, je dois confirmer, monsieur le ministre, même si nous, en tant que travailleurs, nous n'étions pas là-bas, mais il y a eu une large concertation dans le cadre de l'élaboration du nouveau code des télécoms. Et il y a des avancées significatives dans ce code que nous avons salué, notamment le fait d'instaurer une autorité de régulation pour conforter l'indépendance que doit requérir une telle structure, le fait qu'on procède par appel à candidature pour nommer, pour désigner les membres du conseil de régulation et de les rendre irrévocables, donc renforcer leur indépendance par rapport à l'autorité politique, aux opérateurs, aux consommateurs, c'est d'excellentes choses. Mais malheureusement, la loi, c'est la loi, mais il y a des décrets d'application qui doivent être adoptés pour permettre une bonne exécution de la loi. Et dans le cas d'espèce, même si, et je précise à l'endroit du ministre, que de tout le temps, il y a eu le régime de l'autorisation, le régime de la licence et le régime de la simple déclaration. Je rappelle même que bien avant, la loi 72-39 qui organisait la concurrence réglementée déterminait déjà ce type d'autorisation, ce type de régime juridique. L'autorisation, les installateurs privés bénéficiaient d'autorisation d'installer. Et ça suivait un processus normal. Maintenant, ce qui a manqué, c'est que les autorités qui ont conclu cette autorisation au profit d'une société privée ne l'ont pas fait sur la base du décret d'application qui devrait pouvoir être approuvé pour organiser les conditions d'autorisation. Ce décret n'existe pas. En tout cas, moi je ne l'ai pas vu, Malik dit qu'il ne l'a pas vu. Et j'ai vu le décret qui approuve la convention de concession pour l'autorisation d'exploitation d'une infrastructure. Mais dans ce décret, on ne vise pas le décret qui organise les modalités pratiques de délivrance d'une autorisation pour une licence d'infrastructure. Donc il y a un élément essentiel qui manque. Et à mon avis, les autorités, les nouvelles autorités politiques du pays doivent s'appuyer sur ça pour revenir sur cette décision et sur beaucoup d'autres décisions et organiser. Le secteur a besoin de transparence pour le pays, pour les consommateurs, pour les investisseurs privés. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés, des investisseurs nationaux, qui ont le droit d'accéder aux ressources, aux valeurs qui sont créées dans le secteur, mais il faut organiser la transparence pour que l'État, aujourd'hui, qu'on sache combien l'État a gagné dans cette opération-là. Et c'est la même chose, on n'en a pas parlé, on n'en a pas beaucoup parlé pour Globacom. Apparemment, Globacom était là depuis l'année dernière, dans les mêmes conditions nébuleuses. Personne ne sait quelles sont les conditions qui ont permis à l'attribution d'une licence d'infrastructure à Globacom. Qu'est-ce qui se trouve dans le cahier de charge? Personne, jusqu'au moment où moi je parle. En tout cas, je n'ai pas vu beaucoup de personnes dans le secteur des télécoms qui ont pu avoir accès à ces documents-là. Je pense que l'État du Sénégal, en tout cas, a besoin de jouer beaucoup plus transparent pour gagner beaucoup plus d'argent et investir dans la création d'emplois, encadrer le secteur pour davantage de valeur, davantage de distribution pour les clients, pour le pays et pour les opérateurs. Je pense que c'est extrêmement important et pour les investisseurs. Mais dans le cas d'espèce,
Ils se sont précipités pour signer le 23 et ce dossier-là, il a fait une balle, c'était comme une balle de ping-pong. C'est parti au ministère des Télécoms, on l'a renvoyé. C'est parti au ministère des Finances, on l'a renvoyé. C'est parti à l'ARTP, on l'a renvoyé. Nous suivions tout ça. Parce que ceux qui avaient en charge de l'étude et la conclusion de ce dossier s'étaient rendu compte qu'il n'y avait pas le décret d'application et personne ne voulait se mouiller. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le 23 février qu'on signe en catimini cette chose-là? Il faut aller savoir. Oui. Oui, bon, puisque le ministre est en ligne, moi... Babacar Diop, mon problème c'est que pourquoi on n'a pas communiqué dessus? Et maintenant, il a l'occasion de communiquer dessus et d'expliquer aux Sénégalais combien l'État a gagné sur ça. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui pose problème pour que le ministre dise aux Sénégalais, voilà ce que l'autorisation a coûté au Sénégal? Monsieur Ndiaye, ne c'est pas Monsieur Ndiaye, c'est Cheikh Tidiane Diong. On a vu à chaque fois qu'il y a attribution de licence, des problèmes de transparence se posent. On a vu ce qui s'est passé avec l'affaire Sudatel. Qu'est-ce qu'il explique selon vous? Manque de transparence. Comme l'a dit Aïdara Diop, le premier gage de bonne gouvernance, c'est la transparence. Comment peut-on signer à la veille d'une élection présidentielle une licence de cette importance? Je maintiens le mot licence. C'est le mot le plus approprié. Même si dans la loi a été, entre guillemets, traficotée pour essayer de faire passer cela. Je le maintiens, ceci relève de la licence. Alors, c'est la transparence. La deuxième chose aussi que je voudrais dire, reprendre ça à mon compte, ce qu'a dit Malik Ndiaye et Mamadou Aïdara Diop, effectivement, lorsqu'on regarde ce décret-là, je pense que ce décret-là peut être attaqué devant le Conseil d'État pour nullité. Parce qu'il manque un visa important pour pouvoir faire cela, même en application de cette loi bancale dont je parle. Alors, pourquoi effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes dans le secteur des télécoms. Pour Sudatel, on a vu dans quelles conditions les choses se sont passées. D'abord, même sur le montant de la licence, c'est 80 milliards, c'est 100 milliards, on ne sait pas. On parle de taux de change. Quand on regarde la date à laquelle ce versement a été fait, la date à laquelle cet argent-là est arrivé au Trésor, c'est un problème également. Toujours concernant Sudatel, on en reparlera de cette exonération estimée à des centaines de millions de dollars. Il faut qu'on en parle. Parce que ses concurrents, la Sonatel et Tigo, sont soumis au régime de droit commun. Sudatel aurait dû être soumis au régime de droit commun. Pourquoi une exonération? C'est des droits de douane, des taxes donnés à un opérateur privé. Sur la base de quoi? Donc, je pense que nous avons besoin, dans ce pays-là aujourd'hui, de transparence. Parce qu'il s'agit d'un secteur extrêmement important. Malik Ndiaye l'a rappelé, 650 milliards de chiffre d'affaires qui pèsent sur l'économie. Le premier contributeur de ce pays-là, c'est la Sonatel. 12,5% des recettes de l'État. Donc, je pense qu'il faut qu'on en revienne à une certaine orthodoxie. Je suis optimiste pour les gages de bonne gouvernance qui ont été donnés récemment par les nouveaux élus, le nouveau président de la République. Et j'espère que plus jamais ce qui s'est passé dans ce secteur-là ces dernières années se passeront plus tard. Malik Ndiaye, vous évoquiez tantôt le problème de transparence et vous avez même dit que cette transaction s'est faite à la veille d'une élection. Est-ce que vous pouvez revenir sur tout cela? Oui, je dis que ça s'est effectivement passé la veille d'une élection parce que on ne peut pas comprendre quand on a travaillé pendant 2 ans sur ces dossiers-là avec l'ensemble des parties prenantes qu'on arrive à la fin, alors que ça a été fait dans un cadre consensuel, qu'il y ait des accords qui soient conclus en dehors du cadre de référence qu'on s'est établi ensemble. Et donc, l'essentiel des acteurs aujourd'hui qui ont travaillé sur cela se posent des questions. Et c'est ceux-là même qui sont aujourd'hui les parties prenantes du secteur. Comment aujourd'hui, avec cette autorisation, le marché va être régulé? Il sera impossible à gérer. Il y a d'autres acteurs, des acteurs aujourd'hui qui ont investi beaucoup d'argent et qui vont se poser beaucoup de questions. C'est l'économie qui est en jeu avec cette question-là. Et c'est extrêmement, ce que je dis, je pèse bien mes mots, c'est l'économie sénégalaise qui est aujourd'hui en jeu. Il ne s'agit pas seulement de régler les problèmes d'accès à Internet ou d'accès au réseau de télécommunications. La question est une question de régulation économique.
Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir un marché, avoir des acteurs qui sont rentrés de manière légale avec un dispositif que tout le monde connaît, et avoir d'autres acteurs qui arrivent par la petite porte, qui arrivent avec des grands moyens. C'est un problème qu'il faut régler. Et je pense qu'il faut à partir de cette question-là, il faut qu'on revoie l'ensemble des accords qui ont été donnés. Je pense que le nouveau régime qui est arrivé, j'ai parcouru les documents, en tout cas sur cette question-là. Il y a d'abord la question des appels entrants qui va être certainement supprimée. C'est une excellente chose pour l'économie sénégalaise. Et ensuite, la revue des accords avec les autres opérateurs pour avoir des licences globales pour l'ensemble des opérateurs. C'est une excellente chose. Le secteur des télécommunications et des TIC est un secteur porteur pour l'économie sénégalaise. Je peux vous garantir une chose, l'essentiel de nos acteurs des télécoms et des TIC aujourd'hui passent 1 semaine au Sénégal et 3 semaines à l'extérieur parce que le marché sénégalais est devenu difficile pour eux. C'est une question extrêmement compliquée. L'expertise sénégalaise est là, mais elle n'arrive pas à évoluer à l'intérieur du Sénégal. Monsieur Diong, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu. Il ne reste jamais au Sénégal. Il passe tout son temps à travailler pour les pays étrangers. On a énormément d'expertise comme ça qui, aujourd'hui, a quitté le Sénégal parce qu'il ne peut plus évoluer. Je pense qu'il est temps, aujourd'hui, que l'expertise revienne au service du Sénégal et que l'environnement de travail dans le secteur des télécommunications soit un environnement plus sain, plus transparent, et qu'on ait une vision, parce que le Sénégal, je le dis en dernier, le Sénégal est l'un des seuls pays qui n'a pas de stratégie de développement des télécoms TIC. Nous n'avons pas fait de concertation depuis 2004 sur le secteur. Et malgré tous les efforts que le ministre Guirassy a fait dans ce domaine-là, et c'est justement, voilà, c'est dans son magistère qu'on a pu voter au moins une loi. C'est le code des télécoms. Mais nous n'avons pas de l'aide de politique sectorielle des télécoms. La dernière date de 2005-2008. Depuis 2008, il n'y a pas de l'aide de politique sectorielle. Depuis 2004, il n'y a pas eu de concertation sur le secteur des télécoms. Et nous n'avons pas de stratégie de développement du secteur des télécoms et des TIC. Tout cela fait que le Sénégal avance tout seul. Et les choses se font tout seules. J'ajouterais que, pour abonder dans le même sens que Malick Ndiaye, je l'ai dit depuis 2004, absence de politique et de stratégie, c'est le premier handicap du secteur aujourd'hui. Le deuxième handicap du secteur, c'est la confusion des règles et des rôles. Quand on regarde, avec la réglementation et la régulation. Troisièmement, il y a des questions d'importance, des chantiers extrêmement importants pour promouvoir le développement des télécommunications dans ce pays. Mais malheureusement, on a une agence de régulation des télécoms qui est plutôt pisteur de recettes que d'avancer sur ces grands chantiers qui sont extrêmement importants pour le développement des télécommunications. On va donner la parole au ministre qui est en ligne. Monsieur Guirassy. Oui. Alors, les invités ici présents ont tous soulevé le manque de transparence qui survient à chaque fois alors qu'il y a attribution de licences. Ils ont également demandé, la RMP surtout, le montant de cette transaction, c'est-à-dire l'autorisation d'installation d'infrastructures. Qu'est-ce que ça a coûté au Sénégal? Très bien. Je voulais d'abord rebondir sur une phrase de Malick qui parle de régulation économique, et je pense qu'il a tout à fait raison, et ça a été un principe directeur lorsqu'on concevait ensemble donc le code des télécommunications. Mais cette régulation économique, et je suis un peu surpris quand même que M. Diong comme Malick ne disent pas ou ne mettent pas le doigt sur le vrai problème de ce secteur. J'ai aussi eu la chance d'être un acteur du secteur, et le privé se plaint surtout de ces grands opérateurs qui sont là et qui monopolisent, qui sont de grands monopoles et qui gèrent presque tout le secteur. Une seule entité gère le tout du début à la fin. Et nous avons voulu casser cela. Ça, c'est un premier principe. Et ce que nous avons introduit comme régime, aller dans le sens donc de casser cela encore une fois et permettre aux acteurs donc de pouvoir se mouvoir et se développer. Le cadre consensuel dont parle Malick, il n'a jamais été cassé. On ne dit pas que l'État ou le président, en signant un décret, ou le ministère des Finances ou des Télécommunications, en signant une convention avec un acteur, il faut encore convoquer une réunion pour aller dans le sens donc d'un consensus. Non, la réflexion et le consensus, la concertation, porté sur le code des télécommunications. Nous l'avons fait. Et bien sûr, nous avons tous souhaité avec Aïdara que la concertation soit de rigueur et de mise donc dans le secteur. Mais quand même, lorsqu'il y a des actes de gestion, des décisions qui sont prises par le ministère, on ne peut pas, ou un acteur ne peut pas simplement dire que vous avez quelque part cassé le consensus. Je reviens à la transaction à la veille des élections. Je suis désolé, ça ne s'est pas passé à la veille des élections.
Ça s'est passé quand? Je peux produire ces documents-là pour vous dire que la demande a été faite au moins 6-7 mois avant. 6-7 mois avant. Et un document qui m'a été retourné au niveau donc du ministère, simplement parce que la commission n'avait pas siégé. Et je reviens, ça me permet de faire une transition avec le point central ou le nœud dans le développement de Mali. Je suis désolé, les décrets d'application, nous sommes en train de travailler sur ces décrets d'application avec vous-même, et j'espère qu'avec notre successeur, le travail donc ira de l'avant. Mais la question portant sur le régime d'autorisation, cette question-là est réglée dans le code des télécommunications. Ce n'est pas pour tous les articles qu'on doit avoir un décret d'application. Il y a certaines dispositions qui ne nécessitent pas de décret d'application. Et sur ce point précis, la loi est assez claire pour dire en fait les conditions dans lesquelles on peut délivrer donc une autorisation. Et l'élément fondamental, c'est justement que la commission puisse donner donc son avis. Et c'est ce qui expliquait le premier rejet de ce document lorsque nous l'avons déposé au ministère des Finances. Les finances nous ont tout bonnement retourné ce document en disant que la loi n'avait pas été respectée parce que justement la commission n'avait pas siégé. Et il a fallu donc l'avis de cette commission pour pouvoir, en fin de compte, avoir la signature et du ministère des Télécommunications et du ministère donc des Finances, et après le décret signé donc par le président de la République. Maintenant, le président quand même, c'est le président de la République, même si on était en campagne électorale, mais le processus n'a pas été déclenché la veille du scrutin. Le processus a été déclenché au moins 5-6 mois avant. Et je dois dire encore une fois que c'est suite à ce code-là qui a été voté au mois de février, 4 mois, 5 mois, un acteur du secteur privé, un Sénégalais que tout le monde connaît d'ailleurs, aussi bien la Sonatel que ceux-là qui sont autour de la table, mais a simplement fait une demande pour une autorisation. Je pense aujourd'hui qu'il faudrait plutôt se féliciter qu'un Sénégalais puisse être dans le secteur. C'est pas quelqu'un qui vient de l'étranger. Monsieur le ministre, oui. Alors combien ça a coûté cette transaction? En termes de transactions, les redevances certainement seront payées, comme lorsqu'une convention est signée pour une télévision, les redevances et les taxes seront payées. Mais c'est combien, monsieur le ministre? C'est combien? Oui. Les redevances et les taxes, ça tourne autour de combien? Les taxes, il y a un décret qui existe, donc de 2004-837, qui fixe les redevances et les taxes, je n'ai pas les chiffres, et aujourd'hui l'ARTP se sert justement de ce décret-là d'application, donc ce ne sont pas les nouveaux décrets, pour justement appliquer les taxes et les redevances par rapport en fait à cette autorisation qui a été donnée. Mais il n'y a pas de transaction pour dire que c'est comme une licence 100 milliards. Je crois que c'est une invention, encore une fois, une pure invention de l'affabulation en avançant donc ce montant de 100 milliards. Il ne s'agit pas, encore une fois, de licence, c'était une autorisation et on en comprend très bien les principes. Alors, Aïdara Diop, le ministre a dit qu'il n'y a pas 100 milliards, que ce sont des redevances et des taxes qui vont être versées. Est-ce que vous êtes d'accord avec Oui, je ne suis pas d'accord avec le ministre. Bon, je ne connais pas, je connais pas combien ça a coûté, mais dans le projet de décret d'application du Code des télécoms, il est bien indiqué que la délivrance d'une autorisation pour utiliser une autorisation d'infrastructure est soumise à, entre autres, à des conditions financières. On a bien dit à des conditions financières, à des redevances et à des taxes. Est-ce qu'on a fixé le montant? Non. Mais le décret d'application sur cette question précise n'a pas été sorti pour qu'on puisse savoir quelles sont les conditions pratiques d'instruction en dehors de la commission qui est une contrainte et qui doit siéger. Il y a une commission qui doit siéger. Il y a une commission qui doit siéger, mais en dehors de cette commission, on doit avoir les conditions financières qui ont présidé à l'autorisation. Mais on ne l'a pas. On n'a pas seulement parlé de taxes et de redevances, on a parlé de conditions financières, de taxes et de redevances. Les conditions financières, c'est quoi? C'est ça la question. Maintenant, dans le processus de libéralisation du secteur des télécoms, je suis tout à fait d'accord que ce secteur-là doit profiter à l'ensemble des investisseurs publics, privés du pays, en particulier en m'appesantisant sur la préférence nationale. Et ça, nous l'avons discuté avec les autorités du régime du gouvernement de l'alternance. Nous l'avons conclu dans des procès-verbaux, dans des protocoles d'accord depuis 2009. Et je suis au regret de dire à M. le ministre, M. Guirassy, que nous avons signé avec vous un protocole d'accord
à la présidence de la République pour étudier les conditions d'entrée du privé national dans le capital de Sonatel. Depuis 2009, et il n'y a eu aucune initiative pour mettre en œuvre cela. Au contraire, l'État est revenu par d'autres biais sur cette question-là. La dernière question en matière de la question du monopole, c'est justement, c'est là où on attend la RTP, qui est une autorité qui est chargée de réguler le secteur, d'organiser la compétition et la concurrence pour que l'investissement privé national comme l'investissement privé international puisse jouer son rôle. Mais M. Diong l'a dit, on a une autorité de régulation qui s'occupe plutôt de recettes, de taxer des appels, au lieu de s'occuper de la régulation, de voir qu'est-ce qui fait qu'on est un opérateur dominant, pourquoi les tarifs, quels sont les coûts incrémentaux. Ça, c'est le travail de la RTP. Et on ne l'a pas vu de ce point de vue. M. Diong, est-ce que dans cette affaire, les conditions financières vont encore être une nébuleuse, comme l'a été l'affaire de Sudatel, l'affaire financière? Juste une précision. Si aujourd'hui, moi, on m'a donné la possibilité d'avoir une licence d'exploitation d'infrastructures alternatives, je serais prêt à porter des milliards, des dizaines de milliards dans les caisses de l'État. Vouloir faire croire aux gens que ceci n'a rien coûté, que c'est une simple autorisation avec des redevances et des taxes. Moi, enfin, il faut le raconter à quelqu'un d'autre. Moi, je sais ce que c'est qu'un backbone, ce que rapporte un backbone, ce que rapporte une dorsale. Si aujourd'hui l'État du Sénégal me dit, je vais vous donner une autorisation, c'est 0 francs, alors là, c'est le soleil, le ciel va me tomber sur la tête. C'est quoi un backbone, très rapidement? C'est-à-dire, c'est tout le réseau de transmission. Vous savez, un réseau de télécom ouvert au public, il y a 2 parties, comme je l'ai expliqué. Il y a un réseau d'accès. Mamadou Aïdara Diop le sait, c'est difficile, creuser jusque chez l'abonné. Ça coûte cher, c'est difficile à amortir. Mais ce qui régule les choses, les prix, c'est les prix de gros. C'est-à-dire les prix, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez il faut faire la comparaison par rapport à la carte routière. Vous avez des routes nationales, des routes départementales et de la voirie urbaine. La voirie urbaine, c'est le réseau d'accès. Il est coûteux, il est cher à entretenir. Mais l'autre est plus facile à entretenir. Parce que c'est de grosses artères de transmission. En plus de ça, on vous donne l'accès à l'international avec des stations d'atterrissement au câble sous-marin, des téléports aux satellites. Je dis, si l'État du Sénégal me dit aujourd'hui, on va vous donner une autorisation comme celle-là, je suis prêt à apporter des dizaines de milliards à verser dans les caisses de l'État. Personne ne pourra me faire croire que cette autorisation-là a été donnée parce que tout simplement, on veut, disons, augmenter la concurrence. S'il faut augmenter la concurrence, il faut, et c'est le travail de la RTP, d'exacerber la concurrence, n'est-ce pas? D'essayer de faire partager les nids pour faire baisser les prix. C'est ça. C'est ça une autorité de régulation des télécoms. Je suis d'accord avec Mamadou Aïdara Diop. C'est un chantier. Et il faut le faire. Mais c'est à l'ARTP de le faire. Monsieur Ndiaye, est-ce qu'aujourd'hui, cette transaction coûte plus que des redevances et des taxes? Mais il est évident que, comme l'a dit Diong, si vous appelez quelqu'un, on vous donne ça sans aucune condition d'entrée, sans aucun ticket d'entrée, et que voilà, nous allons vous payer sur les redevances. Je pense que c'est quelque chose qui ne se fait plus dans le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la question se pose, est-ce que ça doit être une licence ou une autorisation? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats en interne sur cette question-là, et le fait de le faire d'ailleurs en licence pouvait faire entrer une manne financière importante à l'entrée. Ce qui veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'infrastructure nationale, mais également pour l'économie nationale. C'est là où moi j'insiste le plus. Comment aujourd'hui... Parce que la régulation, c'est quoi? La régulation, c'est voir quelles sont les conditions d'entrée des acteurs sur le secteur. Et quelles sont les conditions de vie des acteurs pour que l'équilibre du marché se maintienne. Si aujourd'hui, les conditions d'entrée du marché ne sont pas claires et transparentes, c'est la raison pour laquelle le travail était important de faire le cadrage de cette autorisation-là. Dans le cadrage de cette autorisation-là, c'est là où elle est définie de manière transparente et claire entre toutes les parties prenantes les modalités d'entrée, les conditions financières
Est-ce qu'il faut payer quelque chose à l'entrée? Quel est le taux des redevances mensuelles? Quel est le taux des coûts d'interconnexion avec les autres opérateurs? Quelles sont les charges que l'opérateur doit donner à l'État au niveau des interconnexions? C'est des discussions qui sont extrêmement importantes qui allaient être faites sur cette question-là. Et tout cela n'a pas été fait. Et on donne à l'opérateur entrant cette autorisation-là dans les conditions qu'aucun acteur ne maîtrise sur le terrain. Ça veut dire que nous sommes dans un marché où on vient d'introduire un intrus, entre guillemets, je parle d'intrus pas sur le plan des compétences, mais un intrus dont on ne connaît pas les conditions d'entrée. Quand Expresso arrivait, on savait qu'il avait une franchise sur 5 ans, on savait qu'on lui avait fait une exonération sur les impôts sur les investissements, sur la TVA, on savait combien coûtait la licence, bien que tout cela ne fût pas très transparent dans la tête de tout le monde, mais on savait au moins. Mais ici, là, on ne sait pas. Et les acteurs qui ont le plus travaillé sur ces questions-là ne savent pas exactement dans quelles conditions aujourd'hui cela a été fait. C'est la raison pour laquelle c'est un problème pour les acteurs. Oui. L'ARMP est resté sur sa faim par rapport à... Il a dit quelque chose d'important. Oui. Quand pour Sudatel, il y a eu beaucoup de bruit, on a fait beaucoup d'argent par rapport à Tigo et tout ça, on a beaucoup chanté ça. Et aujourd'hui, pourquoi? Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire ici ce qu'on a gagné. C'est ça le problème, c'est très simple. La transparence, c'est quelque chose de très simple. C'est de dire voilà ce qu'on a fait. Et les Sénégalais jugeront. J'ai l'impression qu'on ne veut pas nous dire quelles sont les conditions financières d'accès. Moi, c'est ça mon problème. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, comme je vous l'ai dit, on interpellera notre directeur général, notre direction générale qui va poser des questions à qui de droit pour savoir ce qui s'est passé. Ce n'est qu'en ce moment qu'on pourra aviser sur ce problème. Monsieur le ministre? Je constate simplement que parfois on pose un problème de transparence. Parfois c'est un problème juridique, c'est-à-dire les fondements même, quoi. Et personnellement, c'est moins un problème de transparence, et sinon ça va plus être de l'événementiel, du sensationnel, qu'on en parle. Bon, il y a encore et surtout dans le secteur des télécommunications. Mais le vrai problème semble être bien posé par Malik et Diong en disant Diong qui n'est pas d'accord avec ce régime donc d'autorisation. Malik qui l'a expliqué quelque part mais qui n'est pas allé très loin en disant pourquoi en fait ce régime d'introduction et d'autorisation, parce que c'est les conditions d'entrée qui font la différence entre cette autorisation aussi et cette licence. Avec la licence, c'est sûr que, et là ça mettrait à l'aise M. Diop de l'ARMP, parce qu'en ce moment, il s'agit de fixer les conditions d'entrée, et en ce moment, l'argent serait là, on saurait et on devrait savoir de façon très claire ce qu'il faut mettre dans les caisses de l'État. Mais là, justement, l'esprit de la loi, c'était de faciliter, d'autoriser, parce qu'on se disait que c'était de lourds investissements que l'État ne pouvait pas lui-même réaliser pour mettre en place les infrastructures qu'il faut, accompagner les opérateurs qu'il faut, le secteur, c'était difficile. Donc il était beaucoup plus simple d'y aller par ce régime d'autorisation en remplissant un certain nombre de conditions clairement énumérées. Donc là c'est vraiment bien transparent, et je j'invite simplement tous ceux-là qui posent la question de la transparence à relire le code des télécommunications. En tout cas sur ce point-là du régime de l'autorisation, c'est très clair. Il faut la commission qui est composée d'experts donc du secteur avec un avis, et en ce moment donc les deux ministères accompagnent. Voilà moi ce que je voulais dire. Maintenant le secteur évolue, nous sommes en train d'en discuter, d'en débattre. Il y a des points de vue extrêmement intéressants qui ressortent donc de ces discussions, et je pense que les acteurs pourront avec le gouvernement, avec l'État, donc puisque c'est toujours une continuité, revoir, revisiter et puis repenser donc la chose pour simplement aider, mieux soutenir donc le secteur et qui est un secteur quand même assez important pour notre économie. Merci Monsieur le ministre d'avoir participé. À chacun une minute. Monsieur Diong, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Casser par exemple cette transaction-là? Oui, je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, le décret lui-même pose un problème et qui peut être cassé devant le Conseil d'État pour l'absence du décret le plus important pour prendre un tel décret. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas, pour une chose aussi importante, parce que si j'ai bien compris, Monsieur le ministre de la Communication, c'est quelque chose qui a été donné sans contrepartie financière. Il faut savoir que si c'est donné sans contrepartie financière, il y a des dizaines de milliards qui viennent de passer sous le nez de l'État. Et je pense que pour ces raisons-là, au nom de l'intérêt majeur de la nation, au moment où on parle de beaucoup de difficultés financières dans ce pays, je pense qu'il faut être conséquent
Il faut que les ressources de ce pays-là, que les pays en tirent le maximum, et il n'est pas trop tard pour revenir en arrière, d'autant plus que sur le plan juridique, je dis encore qu'il y a un problème et que cette disposition-là peut être cassée. Mais... Voilà, pour revenir en arrière. Moi, ce que je voudrais dire au ministre, c'est que après le code des télécoms, il y a eu un projet de décret qui a été discuté dans le cadre d'une concertation, et le projet disait, dans son article 30 du projet de décret, portant relative à l'attribution ou l'autorisation d'opérateurs d'infrastructures, il était prévu que le cahier des charges préparé par l'autorité de régulation fixe les conditions de création de propriété, de gestion, de financement et d'exploitation de l'infrastructure et précise notamment 1. L'objet de l'autorisation, 2. La configuration technique, 3. Les conditions d'accès aux services, 4. L'agrément des équipements, 5. Les obligations financières, entre parenthèses, contrepartie financière, taxes et redevances et autres contributions financières. Mais monsieur le ministre ne veut pas parler de cet aspect-là. Il faut qu'on en parle, et dans le projet de décret, il dit qu'il n'y avait pas de décret, le code des télécoms est clair. Mais il y a un projet de décret qui a fait l'objet de discussions, d'échanges, y compris à Mbodjen, avec tous les acteurs, et ce projet-là n'est pas encore sorti. Et on profite d'une opportunité offerte par une campagne électorale très compliquée pour signer le 23 février un décret d'attribution. Et justement, le décret d'attribution de cette autorisation-là ne vise pas ces conditions financières qui doivent exister dans le cahier de charges. Je pense que c'est là la grosse question. Je regrette, mais il faut revenir sur cette question-là et organiser la transparence pour que le secteur puisse bénéficier au pays, aux consommateurs, aux investisseurs, en tout cas pour davantage de valeur à créer, pour davantage de richesse à distribuer. Monsieur Malingaï, il faut casser. Oui, évidemment, le décret n'est pas régulier parce qu'il manque le visa le plus important, c'est le décret organisant les conditions d'exploitation de l'autorisation d'infrastructure. Mais évidemment, ça ne pouvait pas être dedans parce que ça n'existait pas. Je pense que le fonctionnement normal d'un État, c'est de faire les choses à temps et de les faire de manière durable et prospective. Et je pense qu'il faut que l'État revienne à des méthodes beaucoup plus orthodoxes. Les structures chargées de faire les études techniques doivent faire les études techniques de la manière la plus sereine. Les cadres réglementaires doivent être posés d'abord, et ensuite tout ce qui doit être attribué dans le cadre des cadres de référence. C'est extrêmement important. Nous sommes dans un secteur où le cadre législatif et le cadre réglementaire, s'ils ne sont pas posés, c'est les opérateurs qui font la loi. Et un État qui se respecte doit être un État qui prévoit. Il est l'heure. Voilà. Merci, monsieur Ndiaye. Le dernier mot à Babacar Diop de l'ARMP. Bon, l'ARMP va tenir sa réunion mensuelle jeudi prochain. C'est vrai que ce n'était pas dans l'ordre du jour, mais certainement nous allons l'évoquer en questions diverses pour voir, et ce n'est qu'en ce moment qu'on apprécie. D'accord. Merci beaucoup à tous nos invités d'avoir répondu à notre question, à notre invitation plutôt. Merci également à vous d'avoir suivi. Passez un très bon week-end. RFM, bienvenue chez vous. Publicité sur RFM.